en France. Et cette question, savez-vous quel est l'âge du plus jeune candidat au baccalauréat? Eh bien, c'est un nouveau record dans l'histoire du pays et dans l'histoire de cet examen. Les épreuves vont débuter dans 10 jours. Cet élève, inscrit, comme on dit, en candidat libre, est seulement âgé de 8 ans. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas souhaité dévoiler davantage d'informations sur l'identité de ce candidat ou de cette candidate pour le ou la laisser tranquille avant le début de l'examen. Sachez par ailleurs que le postulant inscrit au baccalauréat qui débutera le 16 juin prochain, eh bien le plus âgé, à lui de son côté, 78 ans. Un dernier mot de sport et de tennis à Roland-Garros. Carlos Alcaraz, le tenant du titre, file en finale de ce tournoi du Grand Chelem sur terre battue grâce à l'abandon au 4e set de son adversaire Lorenzo Musetti. Alors, qui affrontera l'Espagnol dimanche prochain pour espérer soulever le trophée ? Soit Sinner, soit Djokovic. C'est l'autre choc des demi-finales. Un match qui débutera dans 1 heure. Ainsi se referme ce journal en français facile, comme tous les jours, calé entre 2 émissions, le Pont des Arts, Radio Foot International, en l'occurrence ce soir vendredi, le Café des Sports à suivre avec Olivier Pron. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous voulez sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. À la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. L'atelier des médias, Steven Jambeau. En écho à la fête de la radio, je reçois la fondatrice de Radio Begum, produite par et pour les femmes en Afghanistan. Hamida Aman me raconte le défi quotidien de cette radio des femmes afghanes, elles qui sont soumises aux lois toujours plus restrictives des talibans, revenus au pouvoir à Kaboul en 2021. L'atelier des médias, c'est dimanche à 11h10 temps universel sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Olivier Pron. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Sports, la version Radio Foot du vendredi. Vous le savez, vous en avez l'habitude, toujours rêvé, moi perso, de tenir un comptoir. Problème, si on peut choisir le menu, on n'a pas la maîtrise de la clientèle. On fait avec, hein Rémi ? Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Donc c'est moi Rémi Ngono, mesdames, messieurs. Alors dites-moi Rémi, premier titre aujourd'hui, la Ligue des Nations. Cette finale à 4 a tout pour vous plaire, non ? Espagne, Portugal, Ronaldo, Yamal, quel régal. Oui. S'attendait pas à être pris de sitôt. Ah oui. La poule contre l'œuf. On va y revenir bien sûr, ce sera bien sûr l'un de nos sujets. Mais pour en arriver là, il a d'abord fallu passer par Espagne-France, des Bleus, eux, passés en quelques minutes de la défaite cata au souffle, je dis bien au souffle, d'une remontada. Caramba, encore raté. 5-4 donc après avoir été écrabouillé, matraqué, pulvérisé, après avoir tout raté, ou presque. 4-0 puis 5-1 au fond du trou, la bande à Dédé. Et puis Cherki est rentré. Ryan Cherki, 35 minutes, un but, une passe D, comme on dit, et ici, avec nous, comme c'est bien fait, mais vous en avez l'habitude aussi, son agent, Xavier Barret. Bonjour. Salut Olivier, bonjour à tous. Oui, Ryan Cherki, on peut juste se dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas été aligné plus tôt, mais nous, dans la composition de départ, on est déjà chaud. Si nos auditeurs vous ont bien écouté hier, ils ont bien compris que vous appeliez l'entrée de Ryan Cherki dès les premières minutes de la partie. De ce score forcément trompe-l'œil ou pas, on verra. De Deschamps et sa dernière année de contrat qui s'annonce un peu plus chaque fois comme celle de trop ou pas, au duel Ballon d'Or, Yamal Dembélé qui semble scellé ou pas, il y a tant à dire sur cette folle demi-finale. Yoro Mangara, vous n'allez pas me contredire. Bah non, Olivier, bonjour. Bonsoir à vous, merci d'être là. Il y a tant à dire donc sur cette folle demi-finale. Une fois cette Ligue des Nations
enfin intéressante. Décortiquée, direction la zone âme sud et cette école des fans que sont les qualifications à la Coupe du Monde. Vous le savez, ils sont 10 au départ, ils sont 6 voire 7 qualifiés. Comment voulez-vous que le Brésil, pourtant mauvais, n'y aille pas aux États-Unis l'an prochain, hein? Pourtant, on ne peut pas dire que ça danse vraiment la bossa nova. C'était notre petit clin d'œil avec Laurent Salerno. On ne peut pas dire que cette Seleção soit vraiment emballante. C'était la première de Carlo Ancelotti à sa tête hier. C'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler. C'est toujours aussi poussif. 0-0 en Équateur. Il a du pain sur la planche, le mystère. Avant de passer à vos et à nos cartons, les amis, petit bilan de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas question de revenir sur le sacre parisien. On a tout dit, le sacre parisien ou encore la débandade du Real. Oups, pardon Rémi. Plutôt se pencher sur cette nouvelle formule cette année, décriée. Avant d'en chanter, là aussi, je suis à peu près sûr que vous aurez un avis, messieurs. Si avec tout ça, on a encore le temps de niaiser, c'est qu'on sera vraiment au bistrot, et pourquoi pas, c'est vendredi, mais c'est pas le genre de la maison. Laurent Salerno est dans la place, David Finzel aussi, Swell Kedir et Yann Bourdelas mènent en image, comme chaque vendredi. Il n'y a plus qu'à écouter et ou regarder. 4-0 pour l'Espagne, ça vire à la démonstration, 5-4 alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer. Quel suspense maintenu par les Bleus. Et Antoine Grenier hier au commentaire en direct, bien sûr sur la radio du Monde. Vous le retrouverez également au commentaire de la finale. C'est pas parce que la France n'y est pas qu'à RFI on décide de ne pas la retransmettre en intégralité. Vous y serez aussi dimanche soir, me semble-t-il. Dimanche soir, bien sûr. En studio avec Sofiane Amazian, la Ligue des Nations donc, messieurs, et cette demi-finale de déglingo, on peut vraiment le dire comme ça quand même, hier entre l'Espagne et la France. 4-0 puis 5-1, la Roja marchait sur l'eau, enfin sur les Bleus surtout, et puis cette improbable quasi-remontada, 5-4 au final. Alors on dit quoi? Plouf plouf, tiens Yoro d'abord. Alors, j'ai assisté à un très bon match. Je croyais que la France allait sombrer. Finalement, elle est revenue, elle est sortie de nulle part, peut-être avec les changements. Et voilà, une France inquiétante par moment, mais sublime par moment également. Faut pas, je crois que sur 90 minutes, la France a existé pendant 50 minutes et c'est pas mal. Rémi? Oui, le problème, c'est que ça devient un refrain. C'est-à-dire, il s'en est fallu de peu. Parce que quand la France sort toujours de loin, je me souviens comment est-ce que la France perd quand même aussi la Coupe du Monde en 2022. C'est-à-dire que la France se fait marcher dessus. Et c'est vers la fin du match qu'on dit « Oh là là, il fallait faire ceci, il fallait faire ça ». Un match, c'est 90 minutes. Quand j'écoute, par exemple, Kylian Mbappé qui dit « Nous avons eu des trous de 10 minutes à chaque mi-temps », mais cela veut dire que ce n'est pas une équipe constante. Quand une équipe a des moments de faiblesse, elle sait comment se recroqueviller et comment faire pour pouvoir aller par devant. Donc là, je suis vraiment déçu, surtout que les statistiques et surtout les historiques font très très mal quand on se rappelle quand même que la France n'avait pas encaissé un tel score depuis 69. Pas encaissé 5 buts. 5 buts, oui. Pour être précis. Parce Voilà. que le score à l'époque était plus 5 chargé que buts, ça. 5 buts depuis, même contre le Luxembourg, c'était le même score. Hein. En 1914, le Luxembourg qui battait la France par 5-4. On est obligé de vous croire car seul vous étiez né. C'est Oui, une autre oui, époque. mais vous savez, c'est ça aussi l'histoire. Ils ont pris 17-1 en 1908, Rémi Ngono. Ah oui, ça. Peut-être tu t'en souviens. En Il a passé 1908. une partie de la nuit après avoir passé une partie de sa soirée, Xavier Barré, à chercher les statistiques hier. Xavier, cette demi-finale, donc emballante pour vous? Oui, formidable. Formidable, parce qu'il y avait effectivement cet esprit de revanche, même si sur les 22 titulaires au départ, il n'y en avait que 9 qui avaient joué la demi-finale. Il y avait beaucoup de changements, de renouvellement de part et d'autre. Mais le scénario est extraordinaire. Effectivement, vous l'avez très bien expliqué, l'Espagne qui prend le large, largement, 4-0, 5-1. Et puis tout d'un coup, la rentrée de Ryan Cherki et cette quasi-remontada des Bleus. Alors moi, je n'ai pas vu 50 minutes, bonnes 50 minutes comme Yoro Mangara. Je n'ai pas vu 50 bonnes minutes de l'équipe de France. J'ai vu une bonne dernière demi-heure, effectivement. Et les 20 premières, ça fait 50. Les 20 premières minutes, quand même, la France a dominé largement. C'est pas faux. Les 20 premières minutes, les occasions sont françaises. Oui, il y a 2 occasions. Mais bon. c'est sur des contrats. Enfin, oui, c'est.
c'est pas net, alors qu'à la fin, franchement, Mais justement, ils sont portés. rentrons dans le vif et du on a- sujet. C'est ce que je disais dans les titres, et je le répète, est-ce que ce score n'est pas en trompe-l'œil? L'équipe de France s'est fait marcher dessus. Quand on entend Didier Deschamps, on reviendra sur le cas Deschamps, dire on a été supérieur dans le jeu, à la fin on se demande si on a vu tout à fait le même match. Après, Et les pourtant, il était statistiques bien sont sur le là. banc. Ils ont eu la possession contre l'Espagne. C'est quand Ils même ont eu les rarissime. occasions. Ils ont eu les occasions, plus de tirs cadrés, mais en face, il y avait un Unai Simon qui a été extraordinaire. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, Didier Deschamps a raison. Mais c'est pas forcément l'impression. Supérieur dans le jeu, c'est vrai pas que... forcément l'impression qu'on dégageait maintenant. Pour avoir suivi le match en direct hier soir sur l'antenne des RFI avec Sofiane Amazian et Antoine Grenier, à la mi-temps, on se disait il n'y a pas de but d'écart. Donc, Oui. à la fin du match, il y a effectivement un but d'avance pour l'Espagne parce qu'ils avaient creusé leur avance. Mais on a quand même un énorme trou d'air, ou alors l'Espagne qui marche sur les Bleus pendant une bonne partie, on va dire la deuxième partie de la première mi-temps et toute la première partie de la deuxième. C'est normal, le double pivot, c'était la première fois qu'ils jouent ensemble entre Koné et Rabiot. L'axe central, pareil, ils ne se connaissaient pas. C'était une défense expérimentale. Kaloulou n'a jamais joué avec les Bleus un match aussi important. Donc moi, je crois que sur l'ensemble du match, les Bleus n'ont pas failli. Ils ont certes par moment été en dedans, mais dans le match, si Dembélé il frappe pas le poteau, ça fait 5 buts partout, sans compter les arrêts de Naïs. Avec Messi, on peut, oui. On mettrait Paris en bouteille. Exactement. Non, mais c'est vrai. Pour une fois, c'est moi qui ai un petit proverbe, Rémi, excusez-moi. Mais il n'est pas de moi, bien sûr. Rémi, votre avis sur... Alors, le débat, c'est simple. Le score est-il un trompe-l'œil? Est-ce que l'Espagne était si supérieure aux Bleus, ou est-ce que finalement, comme le soutient Euro, il n'y avait pas tant d'écart que cela? Je trouve que c'est trop facile de dire que nous avions des absents au niveau de l'équipe de France. Il faut savoir que Carvajal n'était pas là aussi dans l'équipe d'Espagne. Hein. Le ballon d'or, Rodri, il n'est pas là. Même, il y a beaucoup de joueurs qui manquent, qui n'ont même pas d'avant-centre. Même si Oyarzabal se retrouve dans cette position au Olmo, il ne joue pas avec l'avant-centre. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'équipe de France qui avait beaucoup de blessés. C'est plutôt l'Espagne qui avait beaucoup de blessés. Donc, pour moi, je trouve quand même que lorsqu'on a... à la Real Sociedad, et puis, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que quand je vois l'équipe de France, on commence avec 4 offensifs. Je me dis quand même qu'il y aura beaucoup de buts. Mais il faut savoir que le premier but de l'équipe de France est sur penalty. Ça reste son but. Voilà. Oui. Oui. Il y a eu les occasions. Non, mais Rémi, il y a eu les occasions. Oui, il y a eu des occasions, mais c'est l'inefficacité. Parce que si tu le dis, c'est vrai. Par exemple, je prends un grand buteur comme Kylian Mbappé. Est-ce que vous vous rendez compte que la dernière fois en 10 matchs, c'était contre le Luxembourg qu'il a marqué un but dans le jeu? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec les équipes de Didier Deschamps, justement, Griezmann est allé en retraite sans plus jamais marquer après son but contre l'Allemagne en 2023. Donc, à une certaine période, on dit toujours « Oh, on aurait pu marquer, on aurait pu faire ceci, on aurait pu... » Non, il y a un proverbe africain qui dit « Quand on vit d'espérance, on meurt de faim. » Est-ce que cette équipe de France va mourir de faim dans l'année qui vient? Alors, on a plusieurs choses à aborder. On a évoqué la défense. Catastrophique hier. On peut dire que le jeune Kaloulou, justement, est trop jeune, manque d'expérience. En même temps, le lancer, il est au Paris Saint-Germain, on le sait. Mais Kaloulou à la Juventus. Oui, pardon, à la Juventus, pardon. Je confonds. Il est à la Juventus. Il a, a priori, l'expérience de club. Comment on appelle ça? L'international, la sélection, c'est un autre niveau. On a bien vu hier le lancer dans le grand bain face à l'Espagne, championne d'Europe. C'était clairement la marche trop haute. Oui, c'était un peu compliqué, mais encore une fois, c'est une défense, ça se travaille. Et il n'y avait qu'un seul joueur dans cette défense qui avait joué la demi-finale de l'Euro, c'est Théo Hernandez. La charnière, Konaté, il n'était pas titulaire. Clément Langlais, ça fait 3 ans qu'on ne l'avait pas vu en équipe de France, ou 4 même. Il n'est pas sûr qu'on le revoie, le défenseur de l'Atlético Madrid. Il a peut-être fait son jubilé hier. À l'évidence, il y avait beaucoup d'insuffisances dans cette défense. Mais même Mbappé, même les autres intervenants n'ont pas voulu accabler leurs défenseurs. Et le meilleur exemple, c'est que, effectivement, il y a quelques changements, mais la fin du match, c'est l'attaque qui vient faire la différence. Après les changements survenus à l'heure de jeu, c'est Cherki,
c'est Oui, on Barcola, va en parler de l'attaque, voilà. mais donc la défense, faillite, elle est défensive, voire milieu de terrain était hier. une défense expérimentale qui n'a pas été bonne. On a un milieu de terrain évidemment. qui était porté vers l'avant et qui n'a pas assez regardé derrière. Oui, et qui mais n'a pas on peut pas assez. on peut pas en même temps critiquer Deschamps quand il fait un milieu de bétonneur à 3 et quand, heureusement, il reconduit une équipe avec 4 attaquants ou 4 offensifs, comme il l'avait fait lors du match retour contre la Croatie, qui avait permis de rattraper le retard concédé à l'aller. Donc on a une équipe de France on a un Deschamps qui est habituellement plutôt prudent, qui met plutôt 3 milieux récupérateurs, relanceurs. Et là, il choisit de mettre 4 offensifs. Et moi, personnellement, je m'en réjouis. Ça fait quand même un moment qu'on a une défense dans l'équipe de France, que ce soit Kaloulou, le Turinois, l'Anglais, le Madrilène, ceux qui sont titulaires, Saliba notamment, ou Upamecano, n'ont pas fait une grande saison. Et on les a un peu... En équipe de France, pas vraiment. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'on se plaint de cette défense chez les Bleus, qu'on ne la trouve pas aussi performante qu'elle le fut. C'est vrai il n'y a plus Varane qui était le pilier de cette sélection pendant plus de 10 ans. Et Lucas Hernandez qui était un pilier aussi et qui est resté 2 saisons sans jouer depuis 1 an et demi. Il ne joue pas au Paris Saint-Germain. Et je crois que Pavard, pas très performant lorsqu'il a été sélectionné ces derniers temps non plus. Parce qu'il a été longtemps absent. Là, il était sur le banc. Chez les vice-champions d'Europe quand même. Il était sur le banc. Après, Deschamps a fait des choix, effectivement, qui prêtent à discussion, qu'il a d'ailleurs corrigé en faisant ses remplacements en deuxième période, en faisant rentrer notamment Lucas Hernandez à la place de Clément Lenglet et en changeant aussi le latéral droit. Donc il a vu que ça ne fonctionnait pas, mais on sait que dans ce genre de situation, il gère un groupe, il gère une sélection, il ne veut pas accabler un joueur en le punissant, en le sortant dès la mi-temps. Donc il a attendu le début de deuxième période, enfin l'heure de jeu pour faire ses changements. Un petit mot sur cette défense bleue, Rémi. Il faut savoir que la défense commence par l'attaque. Si déjà l'attaque ne sait pas faire le pressing, il y a un problème. Mais maintenant, on a un souci. Et on l'a dit, les milieux de terrain n'étaient pas à la hauteur non plus. Les milieux de terrain, Rabiot connaît. Non, Rabiot, c'est-à-dire que Rabiot, c'est comme... C'est-à-dire l'équipe de France est devenue comme une entreprise pour Didier Deschamps. Il faut absolument un joueur de Marseille. Parce que je ne vois pas ce que... Rabiot fait là, c'est comme dans une entreprise, on vous dit qu'il faut tel nombre de personnes en situation de handicap. Parce que mais lui, il est en situation de handicap dans l'équipe de France. Parce que franchement, mais attendez, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il ne sait ni jouer devant, ni jouer derrière. Regarde le tacle qu'il est en train de faire là. Il a une expérience internationale. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez les autres milieux de terrain d'une équipe de football, vous comprenez pourquoi est-ce que la France ne tient pas. Parce que le vrai problème, parce que vous parlez de la défense tout de suite là, je vais vous dire, pourquoi est-ce que Konaté est bon à Liverpool? Pourquoi est-ce que Saliba est infranchissable à Arsenal? Et moins bon en équipe de France, comme je disais tout à l'heure. C'est indiscutable ça. Justement, le milieu de terrain de l'équipe de France est fait de quelques forgerons qui malheureusement ne savent pas faire ce qu'on appelle les transitions entre la défense et l'attaque et qui parfois, dès qu'ils sont débordés, commettent beaucoup de fautes. La démonstration de Raymond Gonneau est incomplète. Voilà. Parce que quand on parle d'une charnière centrale, on parle de 2 joueurs. Donc il faut qu'il y ait un complément, il faut qu'ils aient les habitudes pour travailler ensemble. Bien sûr, des automatismes. Et là, à l'évidence, des automatismes, il n'y en avait pas. Qui plus est, ici 2 exemples, Konaté et Saliba, qui, selon les terminologies de l'époque, sont plutôt des stoppeurs que des libéraux. Celui qui joue dans ce registre de libéraux de couverture, c'est Upamecano, qui était blessé et qui est effectivement irremplaçable, à mon avis, dans cette équipe de France. Après, vous mettez Saliba, vous mettez Konaté, c'est à peu près du même niveau. Il faudrait voir si Wesley Fofana va revenir, parce que lui, c'est plutôt un relanceur, il a beaucoup de talent. Pavard, c'est plutôt un stopper. Donc, en fait, la clé de voûte de cette défense, je le disais tout à l'heure, c'était Varane, parce qu'il avait un sens du jeu et de la relance exceptionnel. Donc, c'est lui qui était stopper. Et... Non, et là tu fais jouer 2 stoppers, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il a pris l'anglais. C'est pour ça qu'il a pris l'anglais, mais l'anglais n'était pas d'être pas trop technico-tactique en même temps. Et on va passer. Le problème du milieu de terrain hier, il a joué en 4-2-3-1. Tu as un double pivot. Quand tu as un double pivot et un numéro 10, le joueur du Bayern, plus les 3 de devant, si Mbappé ne fait pas les efforts, ils sont tout le temps en infériorité numérique au milieu de terrain, et c'est normal. Après, cela ne veut pas dire que les milieux de terrain n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé. Faire des efforts, ça colle pas. Hier, Mbappé, il a beaucoup décroché. Ouais. Et d'ailleurs, il n'était pas en position d'avant-centre quand il y avait les centres.
Oui, mais pourtant, c'est une question que l'on peut se poser. C'est des Maintenant problèmes de qu'on a- réglage. C'est des problèmes de réglage. Des problèmes de réglage avec des gens qui sont avec le même sélectionneur depuis Oui, mais 13 ans. Olivier, qui jouent tous, ensemble qui ont depuis tous longtemps. changé de poste. On se Mbappé, retrouve devant quand même avec Mbappé. une attaque sur le papier de feu. Vous avez Dembélé, dont on dit qu'il pourrait avoir le Ballon d'Or, qui est champion d'Europe. Vous avez Désiré Doué, Qui en vient ballant d'arriver. 8 jours plus tôt, en mais- finale de... Voilà, on a Mais on combien a de- Mbappé devant, Combien de séances d'entraînement ensemble ils ont Olysée derrière. Combien de séances d'entraînement ensemble ils ont Mais dans est-ce ces que ça nouveaux postes? explique Parce que autant Mbappé, de c'est- déchets et de manque de réalisme, parce que c'est de cela dont on parle. S'il y avait eu un but, effectivement, les 20 premières minutes, elles sont dominées par les Bleus. Les occasions sont là. L'occasion Sur la des plus contre-attaques. dangereuse, c'est Hernandez qui frappe, un défenseur, sur l'arrêt de la transversale. Tout le reste, alors j'ai entendu, moi, souvent dire le gardien espagnol formidable, mais toutes les frappes étaient sur lui. Toutes les frappes étaient sur lui. Vous me direz, au moins, elles sont cadrées. Oui, mais là, il y a aussi l'occasion de Mbappé. D'habitude, il frappe, là, il centre. Et finalement, Unai Simon anticipe le centre. Bon. Donc, il y a des occasions, mais il y a des problèmes de réglage. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et Didier Deschamps le dit tout le temps dans ses conférences de presse. Il dit, voilà, j'ai eu mes joueurs à partir de lundi. Il espérait avoir... Mais non, la plupart des joueurs ont arrêté leur saison le 15 mai. Oui, Donc, mais il avait 15 joueurs avec La Fontaine. Et le Real Madrid de Rémi Ngono a retenu Mbappé et l'a empêché de venir s'entraîner avec les Bleus. alors, Ils l'ont justement, lâché, parce qu'il faut ils l'ont qu'on lâché avance, que il faut qu'on lundi. avance. Donc, ils ont eu lundi, mardi, mercredi, Ouais, mais ça, c'est et des jeudi, excuses ils à la étaient Deschamps, au monsieur, match. monsieur, Ils ont c'est eu, des excuses ils ont à eu la 3 Deschamps. séances. Monsieur, 3 séances Ils pour se connaissent préparer. depuis longtemps. Monsieur, Bah non, Monsieur, Désiré la Doué, réponse est très Désiré rapide, Doué, il n'est Rémi. pas là depuis longtemps. Oui, Donc, ils ne sont pas là depuis longtemps. non Mais plus. Doué et je- Dembélé, ça joue ensemble. Je vais te Et dire... Mbappé était avec Mais eux pas la au saison même joue dernière. poste. avec Pas au même Dembélé poste. depuis fort longtemps. Et ça, je te dis que Didier Deschamps est là depuis 13 ans. Donc, moi, je vais faire juste un bilan. Je constate que Didier Deschamps, pour 10 compétitions, il a remporté 2. C'est un taux très faible. Je constate que vous êtes avec Didier Deschamps. Un taux très faible. allons-y, Jusque-là, non, allons-y. 20% de Non, victoire. Non. Quel 60%. sélectionneur à champion du 20% monde, de victoire? vice-champion du monde, Je vais te- vice-champion d'Europe. Non, Non, on y va, La Olivier Ligue- prend. la Ligue On des y va, Nations. Olivier prend. Oui, c'est On y moi. va, Olivier. Enchanté, C'est-à-dire Rémi que Ngono. Jacquet, c'est bien évidemment aussi un champion du monde. Mais on voit que son pourcentage de succès, c'est 67%. Love, je me rends compte que c'est 68%. L'autre, je me rends compte que tous les champions du monde sont au-delà de 65%. Mais Didier Deschamps est à peine à 60% avec tout ce grenier de joueurs. Parce que tu dis qu'il est là comme s'il venait d'être nommé sélectionneur. Il est là depuis Mais j'ai fort pas dit longtemps. ça. J'ai dit son J'ai dit bilan. j'ai dit Son que- bilan, quand il se retrouve On peut avec pas des dire que joueurs. le bilan soit négatif. Les c'est- joueurs qui sont c'est très une hérésie performants. de dire ça. Il a Non, pas- attendez. C'est un Quand mensonge. vous voyez Doué jouer ailleurs, quand vous voyez Dembélé jouer ailleurs, quand vous voyez Mbappé marquer des buts, quand vous voyez tel exceller, et finalement, chez Didier Deschamps, ils deviennent des médiocres. Oui. Moi, j'ai dit, tous les ça poissons, serait bien que vous arrêtiez de qu'ils dire. soient bons ou mauvais, dans la même marmite, ça donne le même bouillon. D'accord. Ouais, mais en tout cas, dans ses filets, il a déjà ramené une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, une finale d'Euro, et une une autre finale d'Euro, une finale de Coupe Coupe du du Monde. Monde. Mais les Donc, autres, mais il est- le pêcheur Deschamps, Allez. il a quand même, Mais il a quand même le Jacques sens, il a quand même le sens de la bonne pêche. Rémi, Jacques a fait ça en 3 ans. Et Rémi. vous êtes là depuis 13 ans. Depuis Oui. 13 ans, vous avez 2 trophées. C'est-à-dire que, regarde ce que ça veut dire. 2 trophées sur 10. Mais Et vous me dites qu'il est très fort. d'entraîneurs n'en ont Il y a aucun. combien de- Ils oui. ont eu le principal, Rémi. Allez, reprenez vos esprits. Même le quelques Chili, secondes. même le Chili Calmez-vous. a eu 2 Vous avez le week-end à passer encore, au moins. On va poser des questions précises avec des réponses précises. Didier Deschamps, c'est l'année de trop? Non, pas maintenant, puisqu'il a donné le terme 2026, son objectif. Oui, Voilà. on a le- Voilà. mais c'est pour ça La que politique. c'est l'année. Donc- Est-ce que ce sera l'année? Non. Est-ce que Il est reparti sur un cycle, il doit rajeunir effectivement cette équipe, il a besoin de trouver des nouveaux joueurs, on a parlé de Cherki, et Je reconnais je trouve, Xavier l'Africain. et il a, Xavier l'Africain, je sais très bien ce que tu es en train de dire. C'est des gens comme vous qui encouragez les Mugabe à rester au pouvoir, les Paul Biya à rester au pouvoir. Tu ne peux pas me dire que Didier Deschamps depuis, non, il est en train de faire ceci, de revenir. Non, Didier Deschamps, Rémi. quand ça ne va plus, vous écartez et vous laissez les autres. C'est l'heure de Est-ce que- Zinedine Zidane. Non, C'est non, une non, année de non, trop. non, Rémi. Alors lui, il s'appelle Yoro Mangara. Il participe à l'émission au même titre que vous. On va dire que votre temps de parole est dépassé. On vous reparle dans 20 minutes. Yoro Mangara, on continue dans les questions. Ryan Cherki, un but.
magique, une passe décisive, une avant-passe décisive aussi. Fallait pas l'inviter si tard et doit-il être titulaire ne serait-ce que dimanche? C'est tôt pour le dire parce qu'il est encore très jeune. Et après, oui, sa prestation d'hier prouve qu'il a sa place dans cette équipe des Bleus. C'est un jeune joueur très bon, très intelligent, qui sait se mouvoir entre les lignes. Mais il ne faudrait pas en faire un Zinedine Zidane pour l'instant, il est encore très jeune. Pourtant, ça ressemble au début de Zinedine Zidane, hein, cette première sélection de Ryan Cherki. Moi, j'étais à Bordeaux quand le but est exceptionnel. J'étais à Bordeaux quand Zidane est rentré en équipe de France et il a marqué 2 buts contre les Tchèques qui menaient 2-0. Et donc, ils finissent à 2-2. Là, il rentre, il fait un but, une passe décisive et une avant-dernière passe. Il change le cours de ce match. Mais ceux qui ont vu le Cherki de Lyon ces derniers mois ne sont pas étonnés. On savait que c'était un garçon qui avait beaucoup de talent. Après, il avait tendance à prendre un peu la grosse tête. Donc là, j'ai trouvé dans son discours beaucoup de maturité. Quand on lui a posé des questions après le match sur son cas personnel, il a toujours tout ramené au collectif. Donc, je ne sais pas si c'est le fond de sa pensée, mais en tout cas, il a été bien briefé, il a été bien préparé. Il écoute donc ses conseillers. Et je dois avouer que moi, je pense que c'est le meneur de jeu d'avenir de l'équipe de France. Michael Olise, il est dans l'équipe de France depuis septembre. Vous avez vu un bon match de lui? Moi, je trouve qu'il avait plutôt pas mal démarré. Je vous ai écouté hier. Vous étiez dur sur la première mi-temps de Michael Olise. Je suis très déçu par ce On va pas revenir là-dessus. Donc, s'il faut faire un choix entre Cherki et Olise, on verra ça dimanche. C'est 13h temps universel, la petite finale face à l'Allemagne. Un match sacrément intéressant à suivre. Peut-être pas autant que la finale, on va en parler quelques minutes. 19h, TU, dimanche donc, en intégralité. Évidemment sur RFI, avec le même casting, on l'a dit, prise d'antenne à 18h55. Yamal Ronaldo. Tiens, j'ai une question que j'ai oublié de vous poser d'ailleurs avant d'aborder cette finale. C'est Yamal Dembélé pour le Ballon d'Or. Alors là, je vous donne 10 secondes chacun. L'affaire est pliée? Non. Non. Il y a les jurés du Ballon d'Or qui sont pour un certain nombre de nos collègues en Afrique, puis dans tout le monde, les 100 pays les mieux classés au classement mondial FIFA. Chaque pays a un représentant, un journaliste qui va prendre ses responsabilités et choisir l'un ou l'autre. Yamal a mis une bonne claque hier. Je pense que Lamine Yamal est un petit peu devant, mais bon, Ousmane Dembélé a gagné. Rémi, en 10 secondes. 10 secondes, Rémi, s'il vous plaît. Je vous demanderai qu'une seule chose. Ousmane Dembélé est très loin devant Yamal. Yamal. Oui, parce que première des choses, il faut savoir que la compétition phare de l'Europe, c'est d'abord la Ligue des Champions. Oui, mais pourquoi se baser toujours sur des compétitions? On a le droit aussi de regarder juste des joueurs jouer et d'estimer qu'Yamal, mais dans ce cas, c'est Cherki qui gagne le Ballon d'Or. Parce que lui, quand il rentre en 30 minutes, il dépasse Yamal. Si on regarde ça, c'est Doué qui gagne aussi le Ballon d'Or. Avec la finale de la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas juger un joueur en un match parce que à la Ligue, c'est 9 buts qu'il marque. On vous a dit 10 Ousmane Dembélé, c'est 35 buts. Je le note. Cherki, donc Ballon d'Or. On en reparle fin août. Moi, je suis pour Ousmane Dembélé. Et pour moi, le meilleur joueur de la Ligue des Champions sera forcément le Ballon d'Or. Il est loin devant. Ça se prépare en Afrique, dans son village à Wali-Djantan. Tout le monde est prêt. Et j'ai vu le président de l'association, M. Nyang Kiernon. Ils ont tué des bœufs et ils sont prêts pour accueillir le Ballon d'Or et la Ligue des Champions en Afrique. Voilà. Celui qui sort le football quand même, c'est Yamal, on l'a encore vu hier. Ah, c'est sûr que... Bon. L'Espagne a mérité sa qualification. C'est bien l'Espagne qui rejoint le Portugal en finale du tournoi au terme d'un match légendaire contre l'équipe de France. Allez, juste quelques minutes sur cette finale. Donc, on l'a dit, le duel Yamal-Ronaldo, par exemple. C'est une belle affiche, cette finale Espagne-Portugal. Superbe. En plus, il y a une vraie rivalité. Ces deux voisins qui s'aiment pas beaucoup, d'ailleurs. Donc, moi, je me souviens d'un incroyable Espagne-Portugal à la Coupe du Monde 2018. C'était au premier tour, en phase de poule. Ça avait fait 3-3. Un match assez incroyable. Donc, c'est un match très excitant. Il y a des joueurs de grande qualité des deux côtés, des jeunes de talent des deux côtés, un vieux qui traîne encore par là à 40 balais, mais bon... qui marque des buts un peu en jeu, mais c'est pas grave, la VAR le voit pas. Comme d'habitude, mais bon. Donc, non, mais ça va être un match très intéressant. Vous n'avez pas parlé de ça. Non, mais on parle de celui de Ronaldo parce que c'est lui qui parlons commande. de celui de Yamal. Parlons de celui de Yamal. Pour être complet, à signaler qu'il y aura un de ces deux pays qui gagnera la Ligue des Nations pour la deuxième fois, puisque le Portugal avait gagné la première édition en 2019. L'Espagne est tenante du titre, la France l'avait gagné entre-temps. Et donc là, ce sera un deuxième titre, soit pour l'un, soit pour l'autre. C'est sympa, ce maître et l'élève, le passage de flambeau, ne serait-ce que pour ça, et puis parce que de toute façon, on a deux belles équipes et deux belles sélections, que de beaux joueurs. Deux belles équipes qui sont très fortes au milieu, surtout avec de très beaux joueurs, Pedri, Vitinha,
En haut, il y a des joueurs comme Cristiano Ronaldo, il y a Lamine Yamal, il y a Nico Williams. Ces deux belles équipes, pour moi, aujourd'hui, les deux plus fortes nations du football européen qui vont s'affronter. Et ben voilà un constat. Rémi? Oui, Merci Rémi, on était ravis d'avoir votre avis. Je suis surpris quand même des statistiques que je vois, c'est-à-dire que 46%, 48% la victoire de l'Espagne, qui pourtant, lors des 6 dernières rencontres, c'est quand même 5 nuls qui s'en suivent. Et au-delà de ça, oui, j'aime bien entendre le duel Cristiano Ronaldo contre Yamal. Je dois souligner quand même à tout le monde que Yamal, c'est 6 buts en sélection, et que Nico Williams, c'est 6 buts, et que Ronaldo, c'est 137 buts. C'est quel âge aussi? C'est le double de l'âge. Non mais, vous prenez des trucs. Non, mais faut comparer, c'est comparable. Là, on peut comparons pas, à la limite. Rémi. Comparons à la limite Chico. Soyons sérieux, c'est la Chico. télé, la radio. Chico, c'est pas le bardu. Mais c'est ça que je dis. Il n'y a que le nom qui a fait des sports. Mais c'est On comme essaie si- d'avoir des propos sensés de temps en temps. Mais c'est comme si vous me demandiez tout de suite là d'aller batailler dans les poids lourds. Pour l'instant, Cristiano Ronaldo On ne joue parle contre d'un personne. passage de flambeau, Rémi. Ça veut dire l'ancien qui passe au plus jeune. En gros, on se réjouit d'avoir Cristiano Ronaldo encore là à ce niveau, et on a un plus jeune qui sera peut-être son égal Pourquoi dans il ne passerait 18 pas ans. le flambeau Ils à ont 20 ans. Vitinha? Pourquoi il ne passerait pas le flambeau à Conceição? Parce qu'on en C'est parle un parce peu que moins, justement parce que vous faites le la lobbying, vague vous faites du la moment, promotion c'est parce de que- Lamine Yamal. Lamine Yamal, est-ce que vous savez que Rafinha aujourd'hui, commence quand qu'on on le voit, ou de il est Pedri, plus bon, ou plus d'autres. éclatant? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Passage de flambeau, alors que d'autres jeunes sont beaucoup plus brillants, mais qu'on n'expose pas, qu'on ne médiatise Non, mais c'est pas. sûr qu'il y a beaucoup de Vitinha, jeunes plus brillants. Mais attendez, Je comprends. Vitinha, c'est le En fait- football dans le sang. En fait, Rémi Ngono, il comprend pas l'expression passage de Surtout flambeau. que Parce on que se comme demande, c'est il va un falloir admirateur de remettre plusieurs Cristiano ballons d'or. Ronaldo, bah, qui ne passe jamais le Explique-moi, flambeau, c'est qui passe facile. rarement le ballon, Passage qui passe de jamais le flambeau, flambeau, c'est Vitinha avec le qui flambeau, tu me donnes. Oui. continue à jouer, Bon, ok. à s'accrocher Et à on sa n'a pas le place et à flambeau son au stade. capitanat. Allez, la finale, on le rappelle, cette Espagne-Portugal qui nous fait saliver. Hein, on sera devant la télé, à l'écoute des RFI. Les deux. 19h, temps universel, on l'a dit, ce sera dimanche. On enchaîne. Carlo Ancelotti já virou Carleto, Carlinhos, Carlão já virou Brasil. Et le mystère est arrivé du côté du Brésil. C'était son premier match hier dans cette zone âme sud. On l'a dit, on le répète. Je sais, Xavier, que vous n'aimiez pas que je dise ça. Vous n'aimez pas. J'ai dit n'aimiez parce que le réfé non plus n'aimait pas qu'on dise que c'était l'école des fans. Et pourtant, c'est le cas. On le rappelle, 10. Ils sont 10 à batailler. Et ils seront 7 vraisemblablement parce que le barragiste y va souvent. On n'est donc pas inquiet pour ce Brésil qui est quand même pas emballant. 0-0 en Équateur hier, c'est le 4e nul pour 6 victoires et 5 défaites. Les Brésiliens sont 4e de cette poule avec 22 points. Pour vous donner un ordre d'idée, le 7e, le Venezuela, donc le barragiste potentiel est déjà quand même à 7 longueurs. C'était la première de Carlos, c'est évidemment trop tôt pour espérer qu'il puisse changer les choses, Yoro. C'est difficile déjà de jouer à Quinto, c'est à presque 3000 mètres d'altitude. Ouais, mais c'était à Guayaquil. Oui, mais... Ah, petite correction, parce que c'est un argument qui tient pas, parce que d'habitude, effectivement, l'altitude est un vrai problème. Et là, ils sont au bord de la mer à Guayaquil. Donc, ce coup-ci, ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas jouer contre eux. J'ai regardé. Je me permets parce que c'est J'ai confondu Paris et la Juve tout à l'heure, mais j'ai rien dit. J'ai regardé le match, mais je peux vous dire que cette équipe de l'Équateur, sur le papier, je ne crois pas qu'elle soit moins forte que l'équipe du Brésil. Bah, les deuxièmes de la poule. Capier Pacho en défense centrale. On a Caicedo, on a le latéral gauche de Wolverhampton qui était en Espagne. Ils ont de très bons joueurs, cette équipe équatorienne. C'était un match physique. La question n'est pas de savoir si l'Équateur est une bonne équipe ou pas. La question est de savoir qu'est-ce qui ne va pas au Brésil. C'est parce qu'ils n'ont pas de talent. Ils étaient si créatifs. Parce qu'ils n'ont pas de talent, parce qu'ils n'ont pas d'équipe. J'ai vu Vinicius, mais hier, il était que l'ombre de lui-même. Au milieu de terrain, comme le Real, Casemiro qui revenait, Alexandro. Je ne parle pas d'Alexandro, le joueur de Lille, qui était titulaire aux côtés de Marquinhos. Je parle d'Alexandro qui était à la Juve, qui est reparti à Flamengo, qui était titulaire hier. Compter sur des joueurs de 34 ans, ça prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces joueurs au Brésil. Non, mais je pense que Carlo Ancelotti, il arrive. Donc, il fallait qu'il marque tout de suite son empreinte. Et ce qui est le plus remarquable, c'est que par rapport à l'équipe qui avait pris 4-1 en Argentine lors du précédent match éliminatoire, il n'y avait que 2 joueurs titulaires.
que Il fait deux une revue joueurs, d'effectifs, il arrive, il va voir tout le Marquinhos monde. et Vinicius, qui a d'ailleurs pas été bon, c'est vrai. Ouais. Sinon, il a mis des joueurs qui n'avaient pas été alignés lors du match contre C'est l'Argentine. normal, il a Donc mis il des est dans bleus avec un maillot bleu. Donc, ça se il comprenait. est dans un vaste revue d'effectifs, effectivement. Après, comme vous l'a dit Olivier, le Brésil va se qualifier de toute façon. Et pour la petite histoire, je rappellerai juste que pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, le Brésil avait perdu pour la première fois de son histoire en éliminatoire en Bolivie, en altitude là. Et qu'on se disait comment ce Brésil peut gagner la Coupe du Monde. Et puis finalement, 6 mois plus tard, aux États-Unis, c'est eux qui l'avaient À gagné. l'issue de la pire finale de l'histoire de la Coupe du Monde, mais par 40 degrés, une finale jouée à 13h. Enfin bref, on Ouais. va pas refaire l'histoire. C'était à Mais Los Angeles, là ce ouais, sera à mais on New s'en York, souvient. donc ce sera moins chaud. a priori. Rémi, ça n'est pas possible. Allez, un petit mot sur votre ami Carlo. Je crois que j'ai vu une équipe du Brésil à l'image du Real de cette année. Ça manquait vraiment des dimensions tactiques. Et moi, je suis quand même surpris de voir parce que lorsque on vous parle du Brésil, vous regardez la possession, c'est 46%. Lorsque vous regardez le nombre de tirs, 90 minutes, c'est 3 tirs. Et vous avez Rafinha, vous avez les Vinicius. Et Rafinha, il et- était et- pas. et même vous êtes gentil. Il y a Rafinha, il y a était pas, une frappe mais- de. Oui, mais il y de- a Non, mais la- vous avez un de potentiel Casemiro, offensif traditionnel au c'est Brésil. pas une Oui. frappe, ça. C'est vraiment Mais une passe. oui, donc moi je suis quand même un peu inquiet par rapport à cette équipe-là et parce que ça ne nous donne plus vraiment le goût de ce qu'on avait de ce Brésil-là. Ce n'est pas flamboyant, ce n'est pas attrayant et même rassurant derrière. Hein, même s'ils n'ont pas pris de but, c'était pas très rassurant derrière. Donc le Brésil, franchement, je crois qu'il faut qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont souvent fait et que Carlo Ancelotti essaie de produire du jeu et non de faire tout simplement les contre-attaques. Ça ne peut pas donner avec ces J'espère qu'il Brésil-là. écoute, hein, parce qu'un conseil de Rémi, c'est toujours bon à prendre, même quand on s'appelle Mister Ancelotti. Mais là, franchement, c'était un match difficile hein, contre Oui, l'Équateur. mais enfin, Ouais. Encore une Ils fois, ont- on vous ils parle ont de l'ensemble. vraiment- L'ensemble oui. de C'était ces un match qualifications sont difficile. difficiles pour les Surtout Brésiliens. sur le côté droit du Brésil, ils ont pris l'eau avec les montées de Estopinan. C'est franchement. Bah, c'était le petit Estevao qui a 18 ans. C'était sa 5e sélection. Et Et Anderson, sa 6e c'est sélection. ça, Donc c'est exactement. qui joue à Monaco. Mm. Donc pareil, c'est des nouveaux qui arrivent. Il y a une volonté de renouveler l'équipe. Mais comme il ne voulait pas non plus tout renouveler, il s'est appuyé sur quelques anciens qu'il connaissait, notamment Casemiro, qu'il avait eu au Real Madrid. Il a gardé Marquinhos derrière. Mais Alexandro de Lille, c'était sa première sélection. Donc, moi, je pense sauvé qu'il un faut. but, d'ailleurs, Je pense sur qu'il est Théo urgent Corner. d'attendre avant de juger le travail de Carlo Ancelotti. Ah, mais avec la ça, c'est Seleção. évident. C'était son premier match. C'est pour ça qu'on avait envie de le pointer. Le Brésil, ça n'est jamais anodin pour nos auditeurs, pour nous tous. On a toujours envie de voir le Brésil bien jouer. Ces qualifications, ça n'est pas tout à fait un chemin de croix. Encore une fois, ils vont se qualifier, mais c'est quand même très C'est très quand même loin des Ancelotti, standards c'est le habituels. 4e sélectionneur brésilien de ces éliminatoires. hein, donc, ça veut dire que. Et il est italien. Oui. L'Argentine est la seule qualifiée, bien sûr, pour le moment officiellement. L'Argentine qui pointe donc 12 longueurs devant le Brésil. Allez, on Il y a enchaîne 5 encore. qualifiés en Asie aussi. Oui. hein. Oui, On en mais- profite pour le dire, puisqu'on est la radio du monde. Exactement, mais je vous rappelle que cette Coupe du Monde passe à 48, ça Ouais. explique que, on en reparlera dans les jours qui viennent et tout à l'heure avec les cartons, la Jordanie soit qualifiée, tant mieux pour eux, mais je suis pas, bref, sceptique. Bientôt ils seront 64, et puis on peut avoir l'espoir avec notre ami Jenny que peut-être un jour tout le monde sera qualifié. Mais figurez-vous que la Coupe Ça du sera top, Monde ça des durera 3 17 mois. ans, dont la France a joué la finale, la Coupe du Monde des 17 ans au Qatar à la fin de l'année, sera à 48 équipes aussi. Allez, on enchaîne, on l'a dit, on enchaîne. Paris, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années, de galères et de combats, oh pour toi Paris, on va se cacher la voix. Lo, 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 lo. Un petit message encore pour tous les supporters parisiens. Votre support avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs a été incroyable. Incroyable. Les meilleurs restent à venir. Allez Paris!
Allez, Paris, il est comme ça, Luis Enrique. Donc, on le répète, on l'a dit, une petite sortie vélo en vallée de Chevreuse. Cet après-midi, il a posté ça sur ses réseaux sociaux vers 17h30 et il se met à chanter l'hymne du Paris Saint-Germain. Je le disais en off, je le répète, on vous a coupé la spéciale dédicace à Rémi Ngono. On va pas revenir sur le sacre du Paris Saint-Germain, on s'y est engagé, on en a parlé toute la semaine, mais on peut faire un court bilan rapide de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, maintenant qu'elle est terminée, cette nouvelle formule qui est entérinée. On l'a critiquée, bon, moi j'en ai fait partie, on était un certain nombre à être très sceptiques avec cette poule unique, toutes ces équipes, cette manière de faire, et à l'arrivée, on est plutôt tous emballés ou pas? Oui, complètement. Moi, j'avais eu la chance d'être invité par l'UEFA à la présentation il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ils étaient venus à Paris à l'occasion du match PSG-Real Sociedad et Giorgio Marchetti, le secrétaire général, avait présenté ce projet avec moult vidéo, etc. Effectivement, c'était un peu compliqué et on s'est rendu compte finalement tout l'automne, au fil des journées, que c'était passionnant et que jusqu'à la dernière journée, il y a eu cette incertitude pour savoir qui serait qualifié directement, qui irait en barrage et qui serait éliminé. Et le Paris Saint-Germain notamment nous a fait peur, mais aussi Manchester City, le Real Madrid même. Donc on s'est retrouvé finalement avec des barrages passionnants parce qu'il y avait des grandes équipes impliquées dans ces barrages. Et puis ensuite, cette grosse surprise qui a été l'élimination du PSG par Liverpool, parce que sinon, dans le dernier carré... de Liverpool par le PSG, pardon. Et dans le dernier carré, on avait les 3 premiers, enfin, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc il y avait une certaine logique à l'arrivée, mais il y a quand même des possibilités de changer le cours des choses, comme l'a fait le PSG au dépens de Liverpool. Sur les 4 premières places, on avait 3 demi-finalistes, le Barça, Arsenal et l'Inter. La seule anomalie, c'était Paris. On rappelle aussi les parcours de Brest, de Lille, qui étaient tout à fait inattendus. Tiens, ça y est, c'est Luis Enrique qui appelle pour lui dire, dis donc, la sortie vélo, c'était cool. Yoro. Moi, je crois que cette nouvelle formule permet aux équipes qui misent sur le collectif de travailler. On a vu le PSG, c'était un laboratoire au début. Ils ont commencé Kanginli, faux neuf, Doué, faux neuf. À Arsenal, c'était d'abord Jesus, puis Kai Havertz, puis après Merino. On a vu d'ailleurs la demi-finale, 4 équipes qui misent sur le collectif, le Barça, l'Inter, le PSG et Arsenal. Donc ça prouve que oui, cette formule permet aux équipes qui misent sur le collectif de pouvoir travailler et ne pas être dans la précipitation comme la phase d'avant. Rémi, 17 matchs quand même pour être sacré, c'est un sacré parcours. On a vu qu'il y avait 2 éléments clés, il fallait savoir gérer et il fallait avoir un banc étoffé, donc les grosses écuries restent quand même avantagées. Avantagé, sinon le Real aurait été avantagé. Bien au contraire, le Real a été tout le monde peut pas gagner avec et puis il y a que 4 places en demi. Bien sûr, on avait pratiquement plus un seul défenseur au niveau du Real Madrid, de telle sorte qu'on a pu rafistoler avec les Lucas Vazquez. Bon, mais cependant, on peut quand même dire. Mais cependant, ce qu'on nous disait surtout, c'est que cette Ligue des Champions devait aussi permettre au club d'engranger beaucoup de bénéfices. Moi, je ne vois pas les bénéfices qui ont été engrangés. Parce que lorsque je vois, par exemple, l'Inter, qui est finaliste, et je vois toute sa saison, c'est-à-dire que tous les bénéfices compris et tout, c'est 81 millions d'euros. Mais on vous dit que Sunderland, qui monte tout simplement en 2e division, c'est a engrangé 230 millions sans même jouer en première ligue. Donc pour moi, on nous a vendu une grosse enveloppe en disant que oui, vous allez voir ce que vous allez voir, les clubs vont beaucoup gagner. Mais en fin de compte, les joueurs ont été surmenés, surchargés. On a d'ailleurs pu voir avec même Arsenal qui manquait justement des points clés, des éléments clés en attaque, en défense et n'est pas allé trop loin. Le Paris Saint-Germain peut-être a été épargné parce que le Paris Saint-Germain est revenu à temps et que le Paris Saint-Germain s'est renforcé avec Vara. Bon, c'est une question, vraiment, il faut revoir à partir du nombre de matchs et des matchs qui s'enchaînent trop. Et d'ailleurs, vous avez pu le constater lors de la finale. Vous constatez qu'un type comme Dembélé, tellement il voulait gagner cela, tellement il a poussé le Paris Saint-Germain et ça s'est fait ressentir. Maintenant, il est blessé. D'ailleurs, comme il a été blessé, 55 primes parce qu'il fallait faire, justement, il fallait aller vers le gardien. Mais quand il arrive avec l'équipe de France,
Il est déjà épuisé, il est laminé. On a vu Doué. Doué ne parvenait pas à courir. Donc c'est pour ça que je dis que... Ça n'arrange pas le Real Madrid. Je suis pas sûr que ce soit... Ils auront beaucoup plus d'adversaires, des clubs qui travaillent... On verra ce que donnera le mondial des clubs. On verra si ces joueurs sont effectivement fatigués. On peut le penser. C'est pas 2 journées de plus de Ligue des Champions qui les fatigue. Non, mais le propos... C'est la super coupe de ceci, le super trophée des champions de machin. Aussi, encore une fois, voilà, c'est ces on verra ça au mondial des clubs. L'état de fraîcheur des uns et des autres. Nous, ce qu'on cherchait à savoir, c'est si cette formule nous avait emballé et nous avait permis de passer de bonnes soirées. On est au moins 3 autour de cette table à penser que c'est le cas. Rémi, c'est pas grave. Vous pourrez jouer la belote la saison prochaine si vous le souhaitez. Allez, c'est l'heure des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Rien à dire, les vôtres bien sûr, vos cartons d'abord, et vous êtes sacrément bavards cette semaine, mais comme ça commence avec des enfants, on est toujours content. Paris, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Vika Ballesteros. Champion! Bonjour à toute l'équipe du Café de Sport, c'est Espérance Loutaya, congolaise de Brazzaville. J'adresse un carton vert à mon club du cœur, le PSG, pour leur performance alléchante face à l'Inter de Milan à Munich, mais plus précisément pour avoir remporté le trophée de la Ligue des Champions pour la toute première fois de leur histoire. Comme le slogan le dit, Paris est magique. Bonjour Café de Sport, Léon Lukumu, Kinshasa, RDC. Un grand carton vert ce soir pour la grande famille Paris Saint-Germain. Félicitations à l'entraîneur qui petit à petit a réussi à former une équipe et non des stars. Beaucoup de respect aux larmes du capitaine Marquinhos, comme pour dire après l'effort le réconfort. Et d'ailleurs un proverbe africain le dit si bien. Être patient, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Bonjour Radio Foot, je m'appelle Ngoyi Ravi depuis Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à Ousmane Dembélé pour sa saison XXL avec le PSG et pour sa finale en Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Au revoir et à bientôt. Bonsoir Radio Foot, Abdul Diallo, Guinéen vivant aux États-Unis. Je donne un carton rouge à l'UEFA. Comment on peut mettre les 11 de la Ligue des Champions sans mettre Serhou Guirassy, 13 buts, 4 passes décisives, ça suffit pas. Il faut qu'il soit sud-américain ou européen pour qu'il soit nul. C'est une honte. Allez, ciao, bonne émission. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Francis Tété-Midieu depuis Lomé au Togo. Mon carton il est vert à cette équipe du Pyramide FC d'Égypte qui a remporté la Ligue africaine des champions dans un si peu de temps d'existence. Juste pour dire aux dirigeants du football togolais que pour se qualifier et remporter la Coupe d'Afrique des Nations un jour, il ne va pas falloir 100 ans d'existence. Amenez-nous des joueurs avec beaucoup plus de densité et qui jouent à l'envie pour que ça soit chose faite un jour. À la Madrid, bye. Bonjour à tous. Bonjour Radio Foot International. Je suis Honoré Dem, Togolais vivant en Italie. Je donne un carton vert à la Jordanie, qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. C'est vraiment historique. Chapeau à eux. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibé, un centrafricain depuis Lomé au Togo. Aujourd'hui je donne un carton vert à Cristiano Ronaldo, l'homme de 40 ans. Que Xavier nous disait ici que le gars il est fini. Imaginez-vous, à 40 ans, le gars c'est lui le meilleur buteur actuel de la Ligue des Nations. Xavier, il faut respecter ce monsieur. Il y a un proverbe de Rémi qui dit: même si le piment est fini dans la boîte, faut jamais mettre l'eau dedans pour laver ton visage avec. Rémi, on est ensemble. À la Madrid. Bonjour Café des Sports, moi c'est Nzamba Kumba Landry, j'appelle depuis le Gabon, plus précisément à Libreville. Mon carton il est rouge, dirigé directement au président de la Fédération de football française, parce que c'est lui qui maintient Didier Deschamps. Didier Deschamps a atteint ses limites, son plafond de verre, il a pu apporter ce qu'il a apporté, c'est bon, on doit le changer. Voici Zidane qui est là, qui a montré son talent avec le Real de Madrid. Regardez comment Luis Enrique a pu tirer du bon de ses joueurs. C'est pour montrer que lorsque le style de jeu ne s'y est pas avec la qualité des joueurs, eh bien, on n'a que des échecs et des échecs. Et tant que vous ne changez pas, eh bien, ce serait toujours des échecs. Merci. Salut à vous les auditeurs et auditrices des Cafés des Sports. C'est Maxime Foucault depuis le Cameroun.
La couleur de mon carton aujourd'hui, il est rouge. Rouge pourquoi? Il s'adresse particulièrement à mon confrère Rémi Ngono. Rémi Ngono qui ne cesse de critiquer la performance XXL de Lamine Yamal. Oh Rémi Ngono, car il y a un proverbe africain qui dit quand ton voisin te dépasse, il faut porter son sac. Ok. J'aime beaucoup particulièrement le Gabonais qui parle d'échecs et d'échecs. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Mais bon, c'est toujours bon de balayer devant sa porte. Bravo pour le carton vert à la Jordanie au passage, parce que c'est une sacrée performance. Qui était finaliste de la dernière Coupe d'Asie des Nations. Hein. Carton vert donc pour Radio Foot. Parce que, à l'origine, c'était ça, la Jordanie. Eh bien non, il s'est transformé en rouge à l'adresse des supporters espagnols, honteux de bêtises hier après-midi avec leur chant en amont du match. Homophobes, transphobes, racistes, c'est à bannir et c'est une honte encore une fois. Allez, on enchaîne les vôtres. Très rapide. 15 secondes, Rémi. Carton vert à Nicolas Jackson qui est estimé en valeur par le CES Football Observatory à 96 millions d'euros. 96 millions et demi d'euros. C'est la première fois qu'on voit un footballeur africain comme ça, la Baleba, 78 millions d'euros. Et c'est très bien parce que les joueurs africains sont toujours sous-estimés par rapport aux Sud-Américains et d'autres. C'est pour ça qu'un proverbe africain dit... Tu m'as coupé. Voilà. Alors, mon carton, il est vert. C'est à l'équipe féminine de Kédougou, les Étincelles, qui accède en D1. Une équipe qui a été créée il y a 4 ans par Papsi Tourdour, le président. Bravo à cette équipe. Rouge, rouge à ces clubs, Monaco, Lille, Rennes, Lorient, qui ont empêché l'équipe de France Espoir d'être au complet, qui empêchent leurs joueurs d'aller participer à l'Euro Espoir alors qu'on a une très belle génération qui pourrait enfin gagner ce trophée que la France n'a plus gagné depuis 1988. Allez, votre proverbe, vous n'aviez pas eu le temps de le donner, vous avez 3 secondes. On ne juge pas le cheval par sa selle. Très bien, c'est retenu. On va essayer de réfléchir à tout ça ce week-end. On se retrouve bien sûr lundi. Ce sera Hugo Moissonnier pour entamer la semaine de Radio Foot.